Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 25 janvier 2023 en présence du président Patrice Talon. Plusieurs décisions sont issues du dit conclave. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano, en visite au Bénin, a eu un tête-à-tête avec le président Talon ce 25 janvier au Palais de la Marina. Le point de leurs échanges dans cette édition. Fin de l'intérim du DG Alain Nkati à l'ANAD. Le nouveau directeur a été nommé en Conseil des ministres ce 25 janvier. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue en visite au Bénin. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano, a échangé avec le président de la République, Patrice Talon, ce mercredi 25 janvier 2023 au Palais de la Marina en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et de Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. À suivre dans cet élément le point de ces échanges avec le président Talon à sa sortie d'audience. Tout d'abord que j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui m'a donné l'opportunité de lui faire le point des activités du Conseil de l'Entente, des actions qui ont été menées pour redynamiser et repositionner le Conseil de l'Entente, lui parler de la préparation du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lomé et prendre ses conseils et ses orientations sur ce qu'il a lieu de faire pour redynamiser du point de vue budgétaire également le Conseil de l'Entente et faire en sorte que cet instrument, cette organisation soit une organisation essentiellement politique, chargée de la concertation des chefs d'État sur les grandes questions sous-régionales, nationales, continentales et internationales. Le président de la République m'a prodigué des conseils pertinents et utiles que je vais mettre en œuvre et je reviendrai le voir très bientôt pour lui faire le point avant la conférence des chefs d'État. Le Conseil de l'Entente se porte plutôt bien dans la mesure où les personnalités, les organisations qui n'entendaient pas parler du Conseil de l'Entente, qui ne savaient pas que le Conseil de l'Entente existait toujours, savent maintenant que le Conseil de l'Entente existe. Celles qui savaient que le Conseil de l'Entente existait mais se posaient la question de savoir ce que le Conseil de l'Entente faisait, savent maintenant ce que fait le Conseil de l'Entente. Je considère que le repositionnement est là et que l'aboutissement du repositionnement sera la tenue de la conférence des chefs d'État. Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 janvier, a pris de nombreuses décisions, au nombre desquelles figure l'aménagement des espaces frontaliers. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngwedi. Au terme de la loi portant code foncier et domanial, il a été établi le long des frontières du Bénin avec ses pays limitrophes une portion de terre contiguë à la ligne frontière appelée zone frontalière et subdivisée en deux bandes successives. La première, la bande de haute sécurité, couvre une largeur de 200 mètres et la seconde, d'une largeur de 2000 mètres, est dite bande de sécurité frontalière. Toute cette zone frontalière est déclarée d'utilité publique. La même loi prévoit toutefois que les dimensions de ces deux bandes
peuvent être réduites compte tenu des spécificités de certains espaces frontaliers. Le cas échéant, les nouvelles dimensions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur avec l'appui de l'agence en charge des frontières. Si la bande de haute sécurité est interdite d'occupation, celle de sécurité frontalière ne l'est pas tant que les conditions légales sont respectées. Mais la réalité sur le terrain, dans les 36 communes frontalières, renseigne que ces prescriptions ne sont pas souvent observées. Aussi, au regard des données objectives liées à la forte concentration humaine, à l'existence de sépultures dans des maisons, de lieux sacrés, au risque de disparition des villages quartiers de villes entiers, ou encore à l'existence des activités économiques bien établies, le Conseil a-t-il décidé de procéder à la réduction des largeurs des dites bandes en tenant compte des spécificités des communes frontalières. Au nombre de ces mesures figure également la création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA. Pour plus de détails, nous vous proposons toujours de suivre le porte-parole du gouvernement béninois à ce sujet. Dans le but de consolider les performances de notre agriculture depuis 2016, pour en faire un important levier de la transformation structurelle de l'économie, il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 environ 1016 milliards de francs CFA d'investissement pour des aménagements agricoles structurants. L'objectif visé étant l'amélioration de la production, de la productivité, de la résilience ainsi que l'attractivité du secteur. C'est pourquoi il a été décidé de poser de nouveaux fondements d'un développement efficace et durable dans la gestion des plantations et grandes cultures à travers la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Celle-ci aura une vocation à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l'État comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, aux côtés d'un partenaire technique privé de grande réputation détenant 30% du capital. En termes d'activité, la société va conduire, pour le compte de l'État ou de ses collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales de droit public ou privé, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la direction d'opération ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des aménagements d'infrastructures agricoles et hydro-agricoles. Elle assurera en outre la valorisation des terres cultivables, la promotion des cultures de grande envergure et la sécurisation d'investissements agro-industriels. Le Conseil a également décidé de la prise de participation de l'État au capital social de la société de développement et d'agrégation des productions agricoles. À cet effet, nous vous proposons de suivre Wilfried Léandre Mbédi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement pour plus de détails. Prise de participation de l'État au capital social de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Les transformations en cours dans le domaine agricole ont induit, ces dernières années, une amélioration notable de la production concernant plusieurs filières. S'agissant spécifiquement du riz, la production est passée de 204 000 tonnes de paddy, soit le riz non décortiqué, en 2015, à 519 667 000 tonnes en 2021, soit un accroissement de 155% et une hausse des rendements de l'ordre de 32%, passant de 3,1 à 4,1 tonnes par hectare sur la même période. Ces performances ont généré un regain d'intérêt des industriels, illustré notamment par la reprise des unités de transformation de Malanville et Glazoué, doté d'une capacité installée de 430 000 tonnes de paddy par an, ainsi qu'une amélioration des capacités des unités artisanales estimées à plus de 100 000 tonnes. Mais, dans un contexte où l'ambition du gouvernement est d'atteindre 1 million de tonnes à l'horizon 2025, il se trouve que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée et durable au profit des transformateurs constitue un défi car, actuellement, une proportion de 65% de la production de riz paddy est exportée de façon informelle vers les pays limitrophes.
Pour mettre en place un tel dispositif, d'importants moyens financiers et une ingénierie sont nécessaires que l'État, à lui seul, ne saurait mobiliser sans pénaliser d'autres secteurs non moins importants. Dans la perspective d'une transformation plus accrue du riz produit localement, il s'avère important de promouvoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées au profit des industriels à travers un mécanisme transparent et équitable de collecte et de distribution du riz paddy. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la participation de l'État aux côtés d'un partenaire privé de référence à hauteur de 30% au capital de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Celle-ci aura pour principales activités la cartographie et le géoréférencement des producteurs, le conseil agricole au profit des producteurs en termes de formation aux meilleures pratiques agricoles, mise en place d'outils digitaux de support, amélioration de la connaissance des prix par les producteurs, digitalisation des paiements, etc. La facilitation de l'accès aux matériels et équipements agricoles, la collecte et l'agrégation de productions agricoles, principalement le riz paddy. Toute opération de manutention, stockage, entreposage, développement d'infrastructures facilitant les achats de commodités agricoles et proche des centres de production, facilitation de l'agrégation et du traitement logistique des commodités agricoles, etc. La facilitation de l'approvisionnement des unités locales de transformation agricole en matières premières. L'exportation du surplus de production non transformée localement. En définitive, avec la création de cette société, il est à noter de nombreux avantages aussi bien pour les producteurs, les industriels que l'État. S'agissant des producteurs, les impacts concernent l'amélioration de la productivité, la garantie d'un prix de vente convenable et stable, l'amélioration des revenus des producteurs et une meilleure visibilité sur les conditions d'achat, l'accès aux opportunités de financement et aux services publics tels que la couverture sociale, les services de proximité, les formations, etc. En ce qui concerne les industriels, les bénéfices attendus incluent la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières de qualité, le développement des activités d'agro-transformation générant une plus grande valeur ajoutée. Pour l'État, les retombées se traduisent par l'amélioration de la balance commerciale grâce à une meilleure valorisation des exportations et une substitution à certaines importations, la maîtrise de la traçabilité des flux, le renforcement de la sécurité alimentaire et la création d'emplois aussi bien le long des chaînes de valeurs agricoles que dans les services de logistique. Le nouveau directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT est connu. Il s'agit de Richard Dada, nommé au Conseil des ministres ce mercredi 25 janvier 2023. Notons que sa nomination met fin à l'intérim de Alain Nkati, qui assurait le poste de directeur général intérimaire à l'ANAT cumulativement avec celui de DG des douanes. À l'échelle internationale, les actualités en Mauritanie, en Ukraine, en Irak, en Nouvelle-Zélande constituent la page internationale de ce jeudi 26 janvier 2023, une compilation signée Nassirine Fatoumbi. En Mauritanie, le procès de Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert ce mercredi. L'ancien président est accusé notamment de corruption, de blanchiment d'argent durant les 10 années où il était au pouvoir. Ce procès est l'aboutissement de près de 2 années de procédures judiciaires aux multiples rebondissements. Quelle que soit l'issue de ce procès, sa tenue est considérée comme historique en Mauritanie car c'est la première fois qu'un président comparaît devant la justice pour des faits de corruption. En Ukraine, le centre historique d'Odessa a été inscrit au cours d'une session extraordinaire sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison des menaces de destruction planant sur ce site depuis le début de l'invasion russe.
une décision jugée politique par Moscou. Bien que globalement épargné depuis le début en février 2022 de l'offensive russe, Odessa, notamment connu par son monumental escalier et son architecture, a toutefois été touché plusieurs fois par des bombardements. Le premier ministre irakien Mohamed Shia El-Soudani est attendu en fin de journée à l'Élysée ce jeudi pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron. Cette visite a pour but de relancer de nombreux projets de coopération avec la France et de grandes firmes françaises. Le rôle de l'Irak comme pays médiateur entre l'Iran et l'Arabie Saoudite devrait faire partie des dossiers de la visite. En Asie-Pacifique, Chris Hipkins est officiellement devenu le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande, succédant lors d'une cérémonie d'investiture à Jacinda Ardern qui a quitté le Parlement sous les applaudissements de centaines de Néo-Zélandais, mais avec une popularité déclinante. En sport, Aziza FC a reçu l'équipe de Hofmas Sad FC ce mercredi 25 janvier au stade du campus d'Abomey-Calavi pour le compte de la 17e journée de la Ligue professionnelle dans la zone C. Une rencontre qui s'est achevée sur la défaite des locaux 0 but contre 5 pour Hofmas Sad. Le compte rendu avec Anaël Dou. Hofmas Sad FC triomphe avec la manière dans cette rencontre de la 17e journée, avant-dernière journée de la Ligue professionnelle. Face à Aziza FC, le club de Mathurin de Chacus, en quête de points pour se faire une place en Super Ligue professionnelle, a vaincu 5 buts à 0. Le match a pourtant démarré dans la sobriété absolue. Hofmas Sad va mettre du rythme et inscrit le premier but de la partie à la 43e minute avec Maswell Letté. Fadel Gbadamassi va doubler la mise à la 58e minute. Hofmas Sad FC va chercher la stabilité en inscrivant le 3e but par le biais de Kamaloudine Ama à la 61e minute. Zadi Dossou va permettre à Hofmas Sad de prendre le large à la 82e minute. Obi Michael boucle avec le 5e but à la 91e minute. Ah, mais no problème. Est-ce qu'on donne le 4 ben? Est-ce que c'est il y a le 4 et le 4-4 ne mais. Et il retourne. Cette victoire permet à Hofmas Sad FC de totaliser 19 points. L'équipe de Mathurin de Chacus est condamnée à la victoire à la dernière journée en espérant que l'AS Cotonou fasse la défaite avant de pouvoir se qualifier en Super Ligue professionnelle. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.